Bonjour, je m'appelle Heather Camelot, puis je suis l'auteur de Et si les soldats se battaient avec des oreillers, illustré par Serge Bloch. Je vais lire quelques extraits avec la permission de Bayard Canada. On commence avec l'introduction. Il y a une citation de J.K. Rowling. Nous n'avons pas besoin de magie pour changer le monde. Nous portons en nous tout le pouvoir nécessaire. Nous avons le pouvoir d'imaginer ce qu'il y a de mieux. Où ton imagination t'emmène-t-elle? Tu t'imagines peut-être voyager dans le temps, t'envoler dans l'espace ou combattre des super-vilains avec ta super-force? Et si ton imagination pouvait aussi te permettre de trouver des solutions aux crises du monde réel, comme la guerre, la famine et les violations des droits de la personne? Ça te semble impossible? Et si l'impossible était en fait possible? Quand nous nous posons d'importantes et inhabituelles questions, nous pouvons parfois découvrir des nouvelles façons d'améliorer le monde. Notre imagination peut aider à façonner l'avenir en nous mettant au défi de nous représenter le monde tel que nous aimerions qu'il soit. Les histoires suivantes mettent en scène des gens et des organismes qui ont eu une idée de la façon dont ils pourraient faire une différence. Plus importante encore, ils ont choisi de passer à l'action. Dans notre imagination, nous pouvons faire n'importe quoi et être n'importe qui. C'est aussi possible dans la réalité. Et si les soldats se battaient avec des oreillers au lieu des fusils? Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a entraîné ses hommes à tuer ou à être tués. Un soldat a fait ni l'un ni l'autre. Desmond Doss, un homme profondément croyant, était prêt à servir pendant la guerre, mais il refusait de porter une arme. Il transportait plutôt une Bible, ce qui lui valait les moqueries des autres soldats. Un officier a même tenté de l'expulser en prétextant des problèmes de santé mentale. Mais Doss a tenu bon. Il voulait sauver des vies et non en détruire. Il est devenu médecin et il a obtenu le statut d'objecteur de conscience en raison de son refus de porter une arme. Le 5 mai 1945, à Okinawa, au Japon, durant l'une des batailles les plus sanglantes de la Deuxième Guerre mondiale, l'unité de Doss a reçu l'ordre de prendre possession à n'importe quel prix de l'escarpement Maeda. Mais après avoir escaladé la falaise abrupte, surnommée la crête de Hacksaw, les Américains ont été attaqués par les Japonais. Ils ont rapidement battu en retraite en abandonnant leurs blessés. Doss a choisi de rester sur place pour s'occuper d'eux. Il a transporté chacun des soldats jusqu'au bord de l'escarpement afin qu'ils soient en sécurité. Ça lui a pris 12 heures pour y arriver et il s'en est sorti indemne. Quelques semaines plus tard, Doss a été blessé. Il a soigné lui-même ses blessures pour éviter qu'un autre médecin risque sa vie en lui venant en aide. Des heures plus tard, on l'a placé sur une civière. Mais il a cédé sa place à un soldat en plus mauvais état que lui. En attendant de l'aide, Doss a été blessé une seconde fois. Il s'est fabriqué une attelle et a rampé jusqu'à un poste de secours. Doss n'a jamais blessé ou tué un soldat ennemi. Il a toutefois sauvé 75 de ses hommes lors de la capture de la crête Hacksaw. Pour ses actions remarquables, il est devenu le premier objecteur de conscience à recevoir la médaille d'honneur du Congrès, la plus haute décoration militaire américaine.
Et si les champs de bataille étaient des terrains de soccer et les spectateurs des partisans sans parti pris? Alors qu'un pays de l'Afrique occidentale était en pleine guerre civile, un joueur de soccer légendaire a trouvé le moyen d'aider son peuple à s'unir plutôt qu'à s'affronter. La journée du 8 octobre 2005 a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour la première fois, l'équipe de soccer nationale, surnommée les Éléphants, s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais ce n'était pas le seul événement marquant de la journée. Tandis que les joueurs qui venaient de partout au pays chantaient et dansaient dans la vestiaire, Didier Drogba, l'attaquante vedette de l'équipe, s'est vu remettre au micro et les éléphants se sont rassemblés devant les caméras de télévision. Nous avons prouvé aujourd'hui que les habitants de la Côte d'Ivoire peuvent vivre ensemble, jouer ensemble, afin d'atteindre le même objectif, se qualifier pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous vous supplions de baisser les armes. Didier Drogba est un héros dans ce pays où sévissait depuis 3 ans une guerre brutale entre le Nord, détenu par les rebelles, et le Sud, appartenant au gouvernement. Les gens ont écouté. Les opposants ont déclaré un cessez-le-feu. Ils ont entamé de pourparlers et, en 2007, un accord de paix a été signé. Mais on ne peut pas unifier un pays en une seule nuit. C'est ainsi que Drogba a lancé une idée un peu farfelue. Présenter un des partis de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations à Bouaké, une ville du Nord reconnue comme étant une bastion des rebelles. Le plan a fonctionné. Lorsque la Côte d'Ivoire a battu Madagascar pour un pointage de 5-0, les partisans, peu importe leur conviction, leur origine ethnique, leur religion ou leur ville natale, ont acclamé leur pays. J'ai remporté de nombreux trophées dans ma vie, a mentionné le joueur de soccer légendaire à un journaliste. Mais rien ne surpassera le fait d'avoir aidé mon pays à gagner le combat pour la paix. Et une autre histoire. Et si le rapport de force se mesurait sur un jeu de bascule? Les adultes pensent souvent tout savoir. Mais ce sont les enfants qui ont mené un pays d'Amérique du Sud déchiré par la guerre vers un accord de paix. En 1996, la guerre civile en Colombie faisait rage depuis plus de 30 ans. Des dizaines de milliers de personnes avaient été kidnappées ou tuées et des millions d'autres avaient fui leur demeure. Il n'y avait pas d'issue en vue. Comment pouvons-nous apprendre à être pacifiques si nous ne comprenons pas ce que ça signifie? A déclaré Farlis Callier, une adolescente activiste de 15 ans d'Apartado, une des villes les plus violentes du pays. Elle était invitée avec 26 autres jeunes leaders colombiens qui avaient grandi avec la guerre et la violence à un atelier de discussion portant sur les moyens d'améliorer la vie des enfants colombiens. Ce groupe a par la suite formé le Children's Movement for Peace. Ils ont commencé par organiser une élection afin que les enfants colombiens votent sur les droits les plus importants à leurs yeux. Les membres du mouvement ont reçu des menaces de mort, mais ils les ont ignorées. Ils peuvent tuer certaines d'entre nous, mais ils ne peuvent pas tous nous tuer, a déclaré Mayerly Sanchez, qui avait 12 ans lorsqu'elle s'est jointe au groupe. Le 25 octobre 1996, près de 3 millions d'enfants se sont rendus aux urnes
et ont voté pour le droit à la vie et le droit à la paix. Un an plus tard, inspirés par leurs enfants et par l'impact de la guerre sur ceux-ci, 10 millions d'adultes ont voté un mandat de citoyen visant à soutenir le vote des jeunes, instaurer la paix, demander de mettre fin au recrutement d'enfants soldats et aux autres atrocités de la guerre. Ce mandat, avec la paix comme fil conducteur, a guidé les élections présidentielles de 1998. Le Children's Movement for Peace a été mis en nomination plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix. Même si l'accord de paix n'a été signé qu'en 2019, le mouvement a permis d'entamer les discussions. C'est la preuve que les enfants savent utiliser leur poids pour maintenir l'équilibre entre la guerre et la paix. Merci beaucoup.